je prends la parole en tant que critique venant de la philosophie et de l'Allemagne. Comme j'ai appris, je suis donc migrant, dans une pays où je suis pas né, et je suis naturellement proche à la peinture. Peut-on dire, comme on dit toujours, qu'en Allemagne, il n'y avait pas cette césure qu'on peut avoir, qu'on a vu en France, cette césure d'un refus de la peinture qui est devenue un genre de macramé. C'est ce qui fait que j'ai découvert le travail de Landon Metz tardivement, récemment. Et j'ai accepté de la défendre devant vous parce qu'elle m'a touché. Elle m'a touché à un endroit où on peut dire que c'est pas une émotion immédiate, c'est pas quelque chose qui touche et puis après on se dit waouh, c'est pas mal. C'était plutôt quelque chose qui a pris du temps. Comme pour autant, il faut prendre du temps aussi devant le travail de Landon Metz. Comme je disais, né en 1985 en Arizona, autodidacte. Moi, j'étais touché par la profondeur de ses tableaux, de sa peinture. Profondeur dans un sens multiple, je vais y revenir, mais d'abord et surtout par une profondeur historique. Parce qu'il s'inscrit, malgré tout, sans en faire une énième peinture de citation, sans en faire une grande histoire, il s'inscrit humblement dans une longue histoire de peinture. Et c'est à cet endroit-là où ça m'a parlé et que ça m'a touché. Et Landon Metz, aujourd'hui, il est jeune, il y a encore quoi à faire, mais il représente quand même quelqu'un avec une très grande promesse pour l'évolution de la peinture aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est cette profondeur? Au premier abord, pour moi, la profondeur, elle vient des fondements. Des fondements de la peinture qui touchent avec son travail. Fondement, pour ne pas dire fondation, sans mauvais jeu de mots, parce qu'on est ici grâce à une fondation qui soutient la peinture, et c'est peut-être le moment pour vous féliciter pour ce soutien, qui est autant plus important qu'on voit actuellement une grande renaissance d'intérêt pour la peinture, ce qui, je sais pas, actuellement, ça fait déjà quelques années, mais ça génère quand même beaucoup d'attention aussi parfois déplacée. Alors, les fondamentaux, qu'est-ce que c'est? Pour moi, les fondamentaux de la peinture viennent bien sûr de la couleur, viennent bien sûr aussi de la toile, viennent bien sûr aussi du fait qu'on pose de la peinture sur une surface. Or, tandis qu'il a fait, Landon Metz, autour de 2010-2011, il abandonne cette pratique et commence à teindre plutôt que de peindre. C'est-à-dire, il fait des teintures. Je vais revenir sur sa pratique, mais d'abord encore sur cette question de profondeur. Profondeur pour moi aussi, et là, prend le dessus un peu l'information en tant que philosophe, que j'ai l'impression qu'il interroge, ou plutôt pour dire, il met à disposition du regardeur la possibilité de réfléchir sur la condition de possibilité de la peinture. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on peut peindre? Qu'est-ce qui fait que, en regardant une peinture, on voit quelque chose et pas plutôt rien? Et ce qui m'a touché d'autant plus, c'est que, et là je vous cite, parce que vous dites que ce qui vous intéresse en tant que fondation, c'est ce qui fait tableau. À mon avis, Landon Metz, il travaille exactement à cet endroit. Il se pose la question, qu'est-ce qui fait tableau? Et puis, plus précisément, il se pose la question, qu'est-ce qui fait peinture? Tableau, par le côté objet de son travail. Peinture, par le côté traitement corporel de la peinture. C'est-à-dire, il traverse, il y a une transversalité dans son travail. Alors, je vais maintenant essayer de vous montrer à deux endroits qu'est-ce que j'entends par ça et pourquoi je pense que ce travail vaut le coup d'être regardé plus lentement et plus longuement. La première notion, c'est l'expérience esthétique. L'expérience que la peinture amène, à la fois pour l'artiste, mais également, bien sûr,
pour le spectateur. Et le deuxième aspect, ça sera sa spatialité. Commençons avec l'expérience. Comme je disais, j'ai découvert récemment sa peinture. Quand on est devant un de ces tableaux, et vous avez eu l'occasion de voir notamment une partie d'une exposition qu'il a fait en 2018 à la galerie Fondarta à Bâle, qui avait, en fait, ces œuvres n'ont pas de titre, c'est toujours untitled, mais voilà. Mais cette exposition, justement, avait un titre, elle s'appelait Fourth Wall, ce qui signifie donc le quatrième mur, ce fameux quatrième mur du théâtre, qu'il faut toujours oublier. Et là encore, je trouvais ça très juste, parce que d'une certaine manière, ce qu'il ouvre par ces accrochages, et ici il faut dire que vous n'avez pas eu la possibilité de jouer entièrement les accrochages, parfois très étendus qu'il fait. C'est ce qu'on peut donc vivre devant ces tableaux. C'est justement cet abattement de fourth wall, cet moment d'inclusion. Et lui-même, il dit il y a un peintre inclusif. Donc, ce qui se passe, et je vous rappelle que dans mon texte, j'ai commencé avec Claude Monet, et avec notamment une œuvre de Monet qui à la fois évoque la tache d'encre, donc ce qui est devenu le test de Rorschach, mais également un moment d'intensité, de songe, de brouillard, de brume, et donc d'inclusion dans une ambiance, mais une ambiance qui ne vient pas gratuitement, qui est intimement liée à l'événement peinture. Donc voilà, le processus, c'est ça. Donc c'est le processus qui est mis en route par l'accrochage et par la peinture elle-même, mais le processus c'est bien sûr aussi le processus de travail. Donc juste en quelques mots, la teinture, vous savez comment ça marche, vous avez de la toile et vous avez un liquide et puis vous le mettez ensemble et ça devient une teinture plus ou moins... En fait, moi quand j'étais gamin, je voulais toujours teinter un peu mes jeans dans une couleur plus flashy et chaque fois c'était très décevant. Autant dire que c'est pas si facile que ça d'arriver à un résultat qui ne peut pas être prémédité. Et c'est là où on est déjà à cette dimension de corporalité que je vais un peu approfondir plus tard. C'est-à-dire, ce qui fait, c'est un long travail de test avec différents liquides de teinte et de pigments, des petits bouts de tissu. J'aurais bien envie d'avoir une petite collection de ces tests par ailleurs, pour arriver à un moment donné à un résultat où il dit « Ok, ça y est, maintenant ». Et ce maintenant demande une très grande maîtrise de ce qu'il manipule, parce que ça passe très vite. Donc il opère avec des bacs, où il y a justement ce liquide, ils mettent le tissu, ils mettent un poids par exemple pour que ça s'enfonce dans le liquide, parfois ils le bougent, puis après ils retirent, et des fois ils commencent aussi à travailler avec un pinceau ou une brosse. Et donc, vous êtes à un endroit où on peut dire que ce peintre, en faisant son travail, traverse la couleur. C'est une traverse qu'on peut approcher à la notion de diaphane. Le diaphane qui, chez Aristote, était pensé comme justement un médium qui n'a ni forme ni matière, mais qui justement entre les deux pour permettre à mettre en contact ces deux entités. Et le diaphane amène également, vous le savez bien, dans les cathédrales, ce moment au-delà qu'on peut vivre par la lumière qui traverse les vitraux. Donc, moi je vois cette pratique à cet endroit, et je ne me trompe pas entièrement par ailleurs, parce que en ayant discuté longuement avec lui, je me suis rendu compte que la notion de la transcendantalité lui n'est pas étranger, et il est très intéressé justement par cette dimension de la peinture et de la couleur, sans pour autant le tirer vers un ésotérisme un peu à trois sous qui impressionne sur un marché de l'art, mais pas forcément pour une peinture du sérieux comme lui le pratique. Il y a donc un autre phénomène, donc pour revenir sur
ces tableaux que vous avez pu voir, et quand vous les regardez de près, vous verrez bien qu'il y a quelque chose d'apparition. C'est-à-dire, lui, il travaille donc la toile, il amène la couleur, et la couleur se montre de deux côtés, logiquement, parce que c'est dans la toile du tableau. Et donc, ce qui apparaît et ce qui se montre, ça fait, pour moi, ça fait écho très très fort avec un texte que j'ai lu il y a longtemps et qui m'accompagne depuis. C'est un texte de Walter Benjamin qui s'appelle « De la peinture ou signes et marques ». La traduction de marque, et donc je vous amène un peu dans mon pays natal, la traduction de marque est un peu bancale, parce que le mot qu'utilise Benjamin, c'est le mot mal. Et mal est aussi le préfixe du mot allemand pour peinture, Malerei. Mais il se trouve également dans le mot français monument, le mot allemand pour monument, c'est Denkmal. Donc le mal, c'est à la fois bien sûr la marque corporelle, donc tout ce qui apparaît, quand on se tape fort, ça devient rouge. Il y a quelque chose qui apparaît. Mais il y a aussi cette dimension, disons, de marque laissée quelque part, comme une blessure, comme quelque chose qui va cicatriser grâce à cette marque, peut-être. Et donc, lui, avec son travail, il est à cet endroit, et cette marque, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur sa pratique. Cette marque, d'une certaine manière, nous renvoie à une longue histoire. Là, je vous invite à vous rappeler votre dernière rencontre avec un Rothko. Il y a cette vibration, il y a cette corporalité de la couleur, il y a cette intensité qu'on peut vivre face à une pièce de Rothko. Là, on va dire, Landon Metz, c'est un peu plus léger quand même, parce qu'il n'est pas à cet même endroit. En fait, la vibration que lui, il cherche, la méditation à laquelle il invite, c'est une méditation qui nous envoie plutôt vers ce qu'on peut appeler une profonde transparence. Là, c'est pas moi qui parle, je cite un autre compatriote qui est Hegel, qui parlait justement de cette profonde transparence. Qu'est-ce que ça peut être une profonde transparence? Et là, je dirais, cette transparence, elle se met en place par le fait que devant une pièce de Landon Metz, et notamment, pas seulement quand c'est accroché comme ça, quand on est dans une exposition, quand on est dans une constellation de différentes pièces, parce qu'il n'utilise pas seulement des toiles, il y a aussi des objets qui s'intègrent, parfois dans ces accrochages. On est invité de ressentir quelque chose qu'on pourrait appeler être au milieu de la peinture. Le milieu, nouveau, c'est un mot assez utilisé, mais le milieu, c'est à la fois l'environnement, mais c'est à la fois aussi ce qui fait le corps. C'est le liquide, c'est être dans un liquide, dans une... Voilà, et c'est exactement là où il nous amène. C'est pour ça, voilà, encore une fois, j'ai beaucoup appuyé sur cet aspect aussi dans mon texte pour le catalogue, parce que pour moi, c'est extrêmement intéressant d'amener ça aujourd'hui. Aujourd'hui, en faisant de la peinture et en disant, ok, je touche à quelque chose qu'on a peut-être un peu oublié, qu'on a mis un peu de côté, notamment le modernisme américain, qui est bien sûr connu, mais qui est plutôt mis de côté, genre en disant, voilà, c'est derrière nous. Landon Metz, lui, il a fait deux personnes show à sa galerie à New York récemment, avec Maurice Lewis. Maurice Lewis, qui est un peintre des années 40, le premier qui a utilisé de la peinture acrylique par ailleurs, et qui était un jour tellement impressionné par un tableau d'un autre peintre un peu plus âgé que lui, Helen Frankenthaler, qu'il se disait, là, c'est cette impression, c'est cette expérience que je vais chercher à reproduire. Et cette expérience, elle venait justement à travers d'une observation qu'il a fait sur ces tableaux. Et c'est cette forme de, je dirais pas translucidité, c'est plutôt une forme de possibilité de traverser carrément la peinture en regardant le tableau. Donc on n'est pas à l'endroit de représentation,
mais on n'est pas non plus entièrement à l'endroit d'un formalisme abstrait. On est plutôt à l'endroit où il s'agit de produire, disons, un milieu nous permettant de nous reconnecter avec certaines énergies, on peut dire, et là je gare aux ésotérismes, mais avec certaines énergies qui nous entourent et qui se cristallisent à travers un tableau. Donc, j'ai parlé aussi, sur ça je vais terminer, en fait je parlais également du pas de peinture. Le pas de peinture qui pour moi est à la fois un moment suspendu, c'est-à-dire on s'arrête, et c'est le moment où on ne sait pas encore où on va y arriver. Une fois le pas fait, tout est accompli. Et pour moi, c'est exactement cette expérience qu'il propose Manuel Metz, encore une fois, avec sa peinture. Cette suspense de peinture pour nous faire penser ce qui la rend possible. C'est donc lever le pied, mais c'est aussi d'être dans un espace entre deux. Donc quelque chose brumeuse, quelque chose où on ne sait pas exactement où se mettre. Et pour moi, ça, d'une certaine manière, reformule. Je ne vais pas vous faire encore notre volte vers notre ère numérique. On a entendu beaucoup sur l'hypermarché de l'image et sur la omnivisibilité, on peut dire. Mais ce que je trouve important à retenir, et c'est là où je dirais que ça m'a touché et je pense que ça vaut le coup de défendre cet artiste aujourd'hui, c'est que, à mon avis, chaque bonne peinture est consciente de son histoire et consciente qu'elle est ancrée dans une histoire. Mais elle est aussi issue d'un présent. Donc il ne s'agit pas de reproduire l'histoire passée, il s'agit de transporter quelque chose qui, à un moment donné, dans l'histoire de l'art, a suscité un intérêt dans le sens fort, intérêt, c'est quelque chose d'être entre, dedans, en fait, d'être percé par quelque chose. Donc, la bonne peinture a la force de transporter ça et de réactualiser cet intérêt. Et à mon avis, c'est ce que l'on Metz est en train de faire. Donc je suis très curieux de voir ce qu'il va faire après. Mais je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci.